Salut les sportifs, c'est Hermano. Alors tu te demandes peut-être pourquoi on commence le podcast comme ça aujourd'hui. Tout simplement, juste avant de lancer un nouvel épisode, j'aimerais te parler d'une expérience fascinante. Le 13 mai prochain, je serai sur la plage de Bray-Dunes, près de Dunkerque, et je m'élancerai en solo pour une traversée de la France en courant et en nageant. 1500 km en 30 jours, 50 km de course à pied et 2 heures de natation au quotidien. Je le fais pour moi, mais aussi pour mettre en lumière 2 associations. Imagine Fort Margaux et Une bouteille à la mer. Aujourd'hui, la prépa avance vite et bien. Je dois apprendre à concilier un entraînement de plus de 150 km par semaine de course à pied avec un job à temps plein et la vie de famille. Justement, ce qui m'aide à surmonter ce challenge quant à la charge physique, à une meilleure compréhension de moi-même, à une meilleure priorisation et à mieux vivre ces situations, c'est une rencontre passionnante que j'ai faite au détour de l'enregistrement d'un épisode de podcast. À ce moment-là, j'ai eu la chance de rencontrer Marc Muezza, sportif passionné et préparateur mental. Et il a accepté de me préparer mentalement pour ce défi. Pour moi, avant, la prépa mentale, ça relevait un peu du mystique, de l'ésotérique, du trifouillage de cerveau. Mais plus on avance avec Marc et plus j'en découvre les bienfaits. On travaille sur les valeurs, les besoins, l'équilibre et la définition de mes objectifs, qui me permettent de progresser chaque jour et pas uniquement dans le domaine sportif. Le travail de préparation mentale avec Marc Muezza améliore mon quotidien, non seulement dans le domaine sportif, mais aussi au niveau professionnel et surtout me permet de mieux encadrer ma famille et mes proches. Alors, chère auditrice, cher auditeur, si tu veux en savoir plus sur Marc Muezza, je t'invite à aller faire un tour sur agri2pa.me/mrc. Tu découvriras le portrait audio de ce formidable personnage qu'est Marc et tous les moyens de le contacter de ma part pour tester son approche. Vas-y, tu ne le regretteras pas. Allez, c'est parti pour un nouvel épisode. Juste avant d'appuyer sur le bouton de ta montre et de démarrer ton entraînement avec un super podcast dans les oreilles, je t'invite à aller faire un tour sur devenirtriathlète.com/livre. Tu vas pouvoir découvrir le livre Devenir triathlète que l'on a rédigé à 7 mains sous la direction d'Olivier de Scooter et dans lequel on t'explique comment devenir triathlète, comment progresser en triathlon et enfin comment performer en triathlon. Et puis si tu cherches un club virtuel à rejoindre pour pouvoir bénéficier des entraînements et mettre en pratique tous les bons tuyaux que l'on a été glanés pour toi auprès de nos invités, devenirtriathlète.com/club, c'est là où tu trouveras toutes les informations. Allez, on arrête de parler, c'est parti. Salut les sportifs, c'est Hermano et je suis très heureux de vous recevoir pour un nouvel épisode du podcast Devenir triathlète. À mes côtés pour co-animer cet épisode, comme d'habitude, il y a Olivier de Scooter. Salut Olivier. Salut Hermano. Et cette semaine, nous recevons un grand monsieur du trail, à savoir Xavier Thévenard. Salut Xavier. Salut. On est super enchanté de te recevoir sur le podcast aujourd'hui. Alors d'habitude, on parle pas mal de triathlon, mais on parle aussi des 3 sports qui constituent le triathlon. Et puis la course à pied, évidemment, fait partie du tri. Et on va pouvoir parler avec toi de trail et même au-delà de l'ultra trail et puis d'autres sujets. Je crois que Olivier t'avait préparé un petit agenda justement pour ne pas prendre Xavier au dépourvu. Oui, alors comme il paraît que Xavier a un emploi du temps assez chargé, on va essayer d'aller droit au but aujourd'hui. Donc moi, ce que je te propose, Xavier, c'est qu'on revienne un petit peu sur ton parcours évidemment et puis bon, ton palmarès quand même, hein, on va revenir un petit peu dessus rapidement, et puis qu'on parle aussi peut-être de ce qui te tient à cœur aujourd'hui, notamment les enjeux climatiques. Je sais que tu es animateur de la fresque du climat, moi aussi, donc okay. Voilà, c'est un sujet qu'on a en commun et on va pouvoir revenir un petit peu là-dessus. Et puis j'étais aussi en contact avec certains de tes associés pour Ultra Trail Coaching à l'époque, okay. Donc voilà, on va pouvoir peut-être revenir aussi un petit peu là-dessus. Ça, c'est un projet un petit peu plus technologique, on va dire, dans le monde du coaching. Donc voilà, je pense que ça nous fait déjà de quoi composer un bel épisode, tout ça. Exactement, ouais. Merci en tout cas pour l'invitation, c'est moi qui suis enchanté. Écoute, c'est un plaisir. On a une tradition dans le podcast, on va mettre direct les pieds dans le plat, c'est qu'on laisse quelques minutes à notre invité pour se présenter. Donc dis-nous tout, qui est Xavier Thévenard pour ceux qui ne te connaîtraient pas? Voilà, je m'appelle Xavier Thévenard, j'ai 34 ans, bientôt 35. Je suis originaire du massif du Jura. Voilà, j'ai plusieurs cordes à mon arc. Je me suis formé pour devenir charpentier et menuisier. Donc j'ai des diplômes pour, et puis je suis aussi éducateur sportif, moniteur de ski de fond,
Puis aujourd'hui, j'ai mis un peu tout ça de côté parce que j'arrive à vivre de ma passion qui est donc l'ultra trail grâce à quelques partenaires, dont mon principal partenaire qui est On Running, voilà. Et puis j'en ai d'autres aussi à côté, comme Ultra Trail Coaching ou Baou Organic Nutrition, Led Lancer, Maïf, etc. qui me soutiennent au quotidien. Tu fais bien de les citer parce que c'est vrai qu'on est sur un podcast, on n'est pas sur une radio et il faut aussi rendre hommage à ceux qui permettent aux sportifs de vivre de leur passion et on les remercie énormément et puis on te remercie d'avoir accepté notre invitation. Donc tu nous as dit sportif de haut niveau dans l'ultra trail, 34 presque 35 ans. Toi tu as commencé le sport comment et vers quel âge? Est-ce que ça a toujours fait partie de toi, de ton ADN? Ouais, exactement. En fait, le sport, je l'ai toujours pratiqué depuis ma tendre enfance parce que le cadre s'y prêtait bien. Je viens d'une petite station de ski au sud du massif du Jura qui s'appelle les Pins de Tonne et là-bas on est immergé, imprégné dans la nature. Et avec mes frangins, ma frangine, on a toujours été baignés dans cet univers-là. Et pour se déplacer, il fallait y aller en marchant pour aller voir les copains. Et on était au pied des pistes de ski de fond, juste à côté. Mes parents tenaient un gîte auberge au pied des pistes de ski de fond. Donc tout de suite, on allait s'évader sur les pistes de ski de fond. Et c'était une manière un peu ludique de pratiquer le sport. Et on en faisait au ski club, on faisait aussi un peu de compétition. Après, mes parents ne nous ont jamais poussé à faire de la compétition et puis à s'investir comme j'ai pu le faire après dans le sport. Mais voilà, c'est devenu vraiment une passion, la longue distance, l'endurance. Et puis toutes ces années d'enfance au plan d'automne nous ont forgé certainement une petite endurance. Et voilà, c'est devenu quelque chose de culturel et puis même un mode de vie sans même parler de compétition. Je pense que demain, si j'arrête de mettre des dossards, je continuerai à pratiquer le sport pour son bien-être physique et psychique. Et voilà, c'est une bonne bouffée d'oxygène, quoi. Tu nous dis que tu as un frère et une sœur. Est-ce qu'ils sont eux aussi sportifs et au même niveau que toi ou au contraire vous avez, même si vous avez grandi avec les mêmes valeurs, la même culture, vous avez pris des chemins différents? Alors oui, j'ai 2 frères et une sœur et on pratique tous le sport. Alors après à différents niveaux. J'ai mon plus grand des frères qui est bien impliqué dans le milieu sportif puisqu'il entraîne le ski club et puis il est moniteur de ski de fond aussi. Voilà et puis ma petite sœur, elle pratique aussi le ski de fond pour son plaisir. Elle travaille à l'office du tourisme, donc voilà dans la pratique sportive. Et puis mon plus jeune des frères aussi, moniteur de ski de fond, comme mon père d'ailleurs. Et puis lui aussi pratique un peu de la compétition. Il a fait des bons résultats en trail. Il se débrouille plutôt pas mal, voilà. Donc le ski de fond, c'est un truc de famille du coup? Ouais, c'est un peu dans le Jura en tout cas. Chaque gamin qui a vécu dans le Haut-Jura, c'est assez culturel et tout le monde est allé sur les lattes au moins une fois quoi dans sa vie. On dit que le ski de fond est la discipline sportive où on retrouve les plus grosses VO2 max. Tu confirmes? C'est sûr que ça donne la caisse parce que on fait travailler tous les muscles du corps de haut en bas, comme un peu le tri aussi. Et puis voilà, on est souvent en dette d'oxygène sur les courses parce que on sollicite vraiment tous les muscles. Et puis c'est hyper intense. C'est une belle école quoi pour se mettre la caisse. sans compter le fait qu'on est quand même aussi souvent plus ou moins en altitude. Aussi, ouais, il y a des endroits effectivement où on peut être en altitude et puis d'ailleurs l'altitude peut faire partie d'une préparation pour être bon sur des courses quoi donc Et le fait que ce soit la plus grosse VO2 max qu'on va retrouver, alors je sais pas si c'est en moyenne ou chez les athlètes de haut niveau ou quoi, mais en tout cas c'est ce que j'avais entendu. C'est quelque chose qui est c'est vrai ou bien c'est juste une légende, un truc que j'ai entendu comme ça qui est pas fondé? Non, je pense que c'est vraiment vrai. Alors après, je sais pas quel est le sport qui fait on a une meilleure VO2, mais je pense que comme il est complet, ça fait partie des sports où les athlètes ont les meilleurs VO2 max. Ça, c'est une évidence. Et pourtant, aujourd'hui, toi, t'as évolué surtout dans le trail. Enfin, c'est de ça que tu vis aujourd'hui. Et pas dans le ski de fond. Pourquoi? Parce que je m'épanouis plus dans cette discipline de trail.
parce que finalement les efforts longue distance me correspondent plus. Quand on dit longue distance en ski de fond, là par exemple ce week-end il y a la Transjurassienne, c'est une des plus longues distances à l'échelle nationale, mais même à l'échelle internationale, c'est 70 km. Ça va se boucler en 3 heures quoi de course, et 3 heures reporter ça sur du trail, c'est un format court et c'est pas 20 heures. Alors voilà, c'est en trail, moi en tout cas sur l'ultra, les distances dans lesquelles je me débrouille, c'est l'ultra distance et c'est 20 heures, 15 heures, 10 heures, et 3 heures c'est encore un peu trop violent pour moi, donc c'est pour ça que je me débrouille moins bien en ski de fond qu'en trail. Et puis en trail, ce qui est génial, c'est on est tous sur le même piédestal, c'est assez égalitaire dans le sens où c'est pas la paire de baskets qui va faire la différence, alors qu'en ski, il y a une grosse partie de cuisine avec le fartage, avec les structures sous les skis. Si demain t'as la meilleure caisse du monde, mais t'as une paire de skis qui est très aléatoire en glisse, t'es pas devant quoi, tu peux pas jouer à la gagne. Et ça, la partie matos, elle est vraiment importante dans le ski, dans le ski de fond, dans le biathlon c'est pareil. Et voilà, et donc ça c'est quelque chose à pas négliger, et donc des fois c'est moins égalitaire quoi. Effectivement, c'est vrai que ça fait du sens. On s'était dit qu'on parlerait aussi de tes engagements contre le changement climatique, mais on y reviendra après. Mais c'est vrai que cette histoire de matos fait aussi peut-être que au niveau trail, c'est vrai que si on exagère le trait, en gros, il te faut une paire de chaussures, un short, un t-shirt, éventuellement une veste quand il fait un peu frais, mais encore quand on est montagnard, on est habitué au froid, il paraît. Voilà, au niveau impact écologique, c'est quand même beaucoup moins important que le ski de fond où il te faut des skis, il faut farter, etc., non? Exactement, ouais. Et puis en fait, je me suis fait cette réflexion petit à petit dans mon parcours, parce que j'étais en section sport-études au lycée, je faisais du biathlon. Et puis au biathlon, j'avais des résultats un peu irréguliers. J'étais limite, des fois j'étais en équipe de France junior, et puis des fois j'y étais plus. Et puis en fait, à un moment donné, j'ai dû laisser ma place aux plus jeunes parce que les infrastructures, elles sont plus petites, il y a pas beaucoup de place. C'est assez ingrat, donc j'ai laissé la carabine et je suis allé sur le ski de fond longue distance et j'ai dit waouh, c'est trop bien, on n'a plus besoin de carabine, de s'occuper de ça. On prend une paire de skis, des bâtons et puis banzai, on y va, on s'entraîne et puis plus qu'à s'occuper du fartage. Puis après, je me suis rapproché de la course à pied longue distance et puis j'ai laissé le ski avec les bâtons. Je continue la compétition, mais j'en fais beaucoup moins et puis je me prends moins la tête avec le fartage et tout ça, et je dis c'est génial, en fait la course à pied c'est une paire de baskets, un short, et puis on y va, et tout le monde en plus c'est assez égalitaire. Et après on se rend compte que le trail a beaucoup évolué, il y a beaucoup de l'industrie du trail qui s'est formée autour de tout ça, et puis aujourd'hui, on peut vraiment aller loin dans l'équipement, et ce qui était simple à la base, ça peut devenir aussi compliqué dans beaucoup d'achats de matériel. Et voilà, donc après, il faut pas s'y perdre non plus, quoi. Tu disais que t'avais laissé les bâtons. Est-ce que tu continues quand même à courir avec les bâtons? C'est un gros sujet dans le trail et dans l'ultra trail. Bâton, pas bâton. Alors, team 2 jambes ou team 4 jambes? Moi, je suis plutôt 4 roues motrices, ouais. parce que justement, je suis fondeur et à la base, et je sais me servir des bâtons, et je trouve que sur des distances, en tout cas, en ultra trail avec un profil alpin, beaucoup de dénivelé positif et négatif, c'est valable, plus que valable au niveau économie. Et puis en plus, si on sait s'en servir, si on a l'utilité des dragons, on sait servir des dragons aussi, c'est il y a tout intérêt à prendre des bâtons, hein. Alors ceux qui n'ont pas l'habitude d'utiliser les bâtons, d'ailleurs on le voit, hein, il y a certains coureurs des fois qui partent au départ avec des bâtons sur des formats alpins et qui n'ont pas de dragon sur leur poignet, et ça m'interrogera toujours, parce que l'efficacité de la poussée elle est pas du tout bien faite, quoi. Si on n'a pas de dragon, c'est sur la dragon qu'on pousse pour avancer, et du coup là on voit certains profils de coureurs qui n'ont pas l'utilité, qui utilisent pas bien les bâtons, quoi. Alors pour ceux qui connaîtraient pas, même si le mot dragon je pense a été pas mal popularisé avec la fameuse console de jeux vidéo Wii, la dragon finalement alors je sais pas si on peut appeler ça un harnais, enfin ce filet qu'on met sur la main, la sangle qu'on met sur la main et qui relie finalement la main
main au bâton autrement Exactement. que par l'accrochage du poignet. Ouais. Et c'est vrai que Fred Bousseau, qui est assez bien connu dans le monde du trail et du trail, parle toujours de ces gens qui le font rire quand ils prennent les bâtons pour les promener sur un trail. Donc c'est un peu peut-être ta première recommandation, c'est si vous voulez prendre des bâtons, déjà essayez de vous entraîner et du coup plutôt vous entraîner à pied ou plutôt vous entraîner éventuellement en ski de fond pour apprendre justement par rapport à au geste à bien utiliser le bâton. Bah après, on peut très bien faire des entraînements à pied avec des bâtons et se servir correctement des bâtons. Le ski de fond, bah, la problématique c'est qu'on peut pas le pratiquer de partout. Il faut un site enneigé. Et puis aussi la technique du ski de fond, c'est aussi un certain apprentissage, quoi. Il faut apprendre tout seul le ski de fond, c'est très compliqué. Franchement, il faut un moniteur de ski parce que voilà, le moniteur de ski voit d'un œil extérieur quels sont les défauts qu'il lui apporte. Nous, on peut pas se regarder sur nous-mêmes. On n'a pas de miroir pour voir si on fait la bonne gestuelle. Et puis il y a des petites des petites choses et au niveau de la sensation du kinesthésique qu'on apprend avec un moniteur et qui sont hyper importantes dans la progression du ski de fond. Et puis il y a deux styles, on a le style classique, le style skating, c'est deux styles complètement différents en ski de fond, chacune ont leur spécificité et donc ça la technique du ski de fond pour essayer de s'améliorer avec les bâtons, vaut mieux d'abord, si on veut vraiment s'améliorer avec les bâtons, peut-être essayer de juste pratiquer de la course à pied avec, c'est suffisant à mon avis, quoi. C'est vrai que le ski de fond est un sport qui peut être assez ingrat au début. Moi, je me souviens mes premiers souvenirs de ski de fond à 12 ans quand mes parents ont dit bah tiens maintenant on va faire du ski de fond plutôt que du ski alpin. Sauf qu'on est parti, on a loué des skis, on est parti tout seul et en fait c'était l'horreur parce que on savait pas comment faire, on savait pas comment avancer, on savait pas comment monter, on savait pas comment freiner non plus en descente. Donc c'était assez catastrophique effectivement. Non, mais c'est vrai que c'est assez particulier. Et ça demande de la technique et en plus c'est une discipline qui est assez exigeante physiquement. Pour le peu que à ce jour-là où on décide de se mettre au ski de fond, la neige elle est pas très glissante, ben là on trouve ça une galère pas possible, quoi. Et il y a plein de facteurs à mettre ensemble pour que on arrive à trouver les plaisirs de la glisse en ski de fond et c'est pour ça que c'est bien de faire des fois appel à un moniteur pour commencer en tout cas, ouais. Et en même temps c'est très noble comme sport parce que comme tu dis, enfin bon effectivement t'as besoin de ton matériel, mais je veux dire une fois que t'as ton matos, bah tu pars et voilà, comme si tu partais courir, t'as pas besoin de remontée mécanique, des pylônes en métal en plein milieu de la nature et plus de l'électricité pour faire monter tout ça, tout ce joli monde jusqu'en haut de la montagne. Donc il y a quand même un côté assez, enfin je trouve qu'il y a une belle satisfaction quand tu fais du ski de fond ou du ski de rando, de dire que bah t'es dépendant que de toi-même et effectivement un peu de matos, mais voilà. Ouais. On se rapproche un petit peu plus du trail qui est probablement la discipline la plus pure. Alors le plus pur c'est quoi? C'est peut-être la course à pied pieds nus, c'est ça? Mais tu fais difficilement plus pur que ça. Enfin je veux dire c'est un peu un retour aux sources, quoi. Exactement, ouais, je pense que le plus simple c'est quand même bien la course à pied, hein. C'est pas la peine d'aller chercher très loin là. Et toi du coup à quel moment est-ce que tu t'es rendu compte que le trail c'était ton truc, ou enfin à quel moment t'as percé, comment tu t'es dit je vais pouvoir en vivre peut-être un jour, ça s'est passé comment pour toi? C'est des chemins de vie en fait. Chaque skieur de fond pratique le trail depuis ses débuts, parce que en fait les entraînements au club du skieur de fond l'été c'est vachement axé sur de la course à pied en nature, donc du trail, on appelait ça de la course à pied en nature avec les bâtons justement, à faire du dénivelé positif négatif, ça depuis tout le temps. Moi en tout cas en tant que gamin je l'ai toujours fait avec le club, les sorties à pied, quoi, et ça faisait partie des entraînements, donc forcément on a été baigné dans cet univers du trail dès le plus jeune âge. Je sais pas, moi je cours peut-être depuis l'âge de 7 ans, mais dans la nature, on n'a jamais fait de piste, mais vraiment de la nature. Et puis voilà, donc en évoluant, après j'étais au collège, je faisais du biathlon, au lycée j'étais en section sport-études en biathlon, et puis voilà, j'avais des résultats très irréguliers, puis je me rendais compte qu'après souvent des stages avec les équipes, souvent j'avais besoin d'y retourner pour m'évader, me libérer un peu l'esprit. J'aimais bien ces efforts un peu longs et puis qui sortaient des cadres, des structures le biathlon c'est un même site, c'est une piste, c'est un tir, c'est très protocolaire. Et puis moi j'avais besoin peut-être un peu plus de m'évader et puis
de l'aventure dans ce que je faisais, et ça manquait peut-être un peu de créativité à mon sens, et donc j'aimais bien retourner après les entraînements avec les équipes un peu plus longtemps, pas pour dire que j'étais plus fort que les copains, mais parce que j'avais envie de m'évader puis d'être dans mes pensées et être un peu plus libre. Et puis finalement, les efforts violents du biathlon qui sont 30-40 minutes, ça me correspondait moins. Et puis je voyais que voilà, le ski de fond longue distance, je m'y plaisais un peu plus. Et puis après, j'ai essayé un trail de 70 km. Et puis là, voilà, j'ai accroché avec encore plus long et c'est depuis là. T'avais quel âge à ce moment-là quand t'as véritablement commencé le trail en compétition? J'avais 20 ans, quoi. 20 ans. Alors après, voilà, j'ai toujours aimé la course à pied et vraiment dans toutes ces années de biathlon, de ski de fond longue distance, j'axais vachement mon entraînement sur la course à pied en nature l'été. Et je me souviens même étant pré-ado, ce que j'adorais faire pendant les grandes vacances scolaires, c'était découvrir des endroits en allant à pied, parce qu'il y avait la liberté d'aller de partout, et puis je prenais la carte, parce qu'on n'avait pas encore de smartphone, et puis je regardais les courbes de niveau avec mon plus jeune des frères, on y allait souvent ensemble, et puis on se disait c'est sympa là, les courbes de niveau sont jolies, il y a du relief, allez on va voir comment ça se passe, et on y allait, on revenait. Les parents savaient pas trop où on était dans la journée, mais bon, dans les espaces jurassiens, c'est vachement ouvert, c'est calme, il y a de l'authenticité, c'est sauvage, donc on peut pas faire de mauvaises rencontres, quoi, en tout cas. Et puis comme on était deux, s'il y en a un qui se faisait mal, il y en a un qui allait alerter après. Voilà, c'est jamais produit, mais bon, on était tout le temps en sécurité entre guillemets. Et puis du coup, cette formule-là nous convenait bien. On revenait content, puis à la fin de l'année, à la fin des grandes vacances scolaires, souvent ce que j'aimais, c'est tous les endroits qu'on avait découverts dans l'été, et c'est de tous les faire d'un seul trait, et ça faisait une boucle, et c'était fin août, et puis comme ça au moins on arrivait à la rentrée éclaté, fatigué, mais content d'avoir fait une grande boucle avec tous les endroits qu'on avait découverts dans l'été, et puis ça faisait, je sais pas, peut-être 50-60 kilomètres à pied, et ça, après ado, ça correspondait déjà à un ultra trail à l'échelle d'un adolescent, donc c'est peut-être pour ça aussi qu'après ça s'est bien passé sur la suite, en fait c'était la suite logique, quoi, un petit peu. Ok, donc t'es un peu tombé dedans quand t'étais petit, quoi. Ouais, voilà, ouais. Juste par esprit de curiosité et puis de créativité dans le parcours, et puis envie d'aller découvrir des beaux endroits quand on voyait sur les cartes IGN à la maison, quoi. Je suis impressionné par autant de maturité, que ce soit en termes d'âge, parce que tu disais t'étais pré-ado, et puis maturité sportive aussi, parce que vous y alliez jamais tout seul, vous prépariez déjà un petit peu, puis le rituel c'était à la fin des vacances scolaires avant la rentrée de se refaire le tour. Enfin, on n'entend pas ça souvent, en fait. Ouais, après, c'est aussi qu'on a eu la chance d'être éduqués dans cet environnement-là, et puis on a eu la chance aussi d'avoir des parents qui nous ont laissé beaucoup d'autonomie et de liberté, et parce que aussi le cadre s'y prêtait, quoi. Ils étaient sûrs que de nous laisser dans cet environnement-là, ça craignait rien, quoi. Puis comme on était souvent ensemble, entre frangins, frangines, voilà, il y en avait toujours un qui était là pour surveiller sur l'autre, donc ça craignait pas grand chose. Et puis c'était peut-être aussi c'est comme ça qu'on s'amusait, et puis on avait la chance aussi de pas avoir tout ce que les jeunes ont là aujourd'hui, entre je sais pas, les smartphones, les jeux vidéo, et puis peut-être que nous à cette époque-là, si on aurait eu ça, on aurait été geek, et puis moins aller à la découverte, et puis avoir moins d'autonomie et de liberté comme avant, quoi. Ah, mais ça c'est certainement, et je pense ça fait peut-être un peu vieux, tu vois, de dire ça aujourd'hui, mais bon, au final, c'est clair que tu regardes la génération des enfants aujourd'hui, tu vois, qui à partir de 3-4 ans, en fait, ils sont scotchés sur une tablette. C'est vrai que il y a un côté un peu nostalgique, tu vois. Enfin, je me dis, c'est qu'allez, moi à l'époque, quand j'étais gamin, j'étais sur mon vélo et j'étais tout le temps dehors, et je faisais des cabanes dans les bois, et enfin, tu vois, je veux dire, c'était ma manière de jouer, tu vois, je veux dire, et mes parents savaient pas où j'étais. Pareil, enfin, tu vois, je veux dire, oui, maman, papa, je vais jouer avec des copains, voilà, et en fait,
je pouvais être à 5-10 bornes de la maison et ils en savaient rien, mais c'était normal, tu vois. Aujourd'hui, c'est le genre de choses qu'on voit beaucoup moins parce que j'ai l'impression qu'on vit un peu plus, tu sais, on est un peu plus peureux, on a, tu vois, c'est dangereux, et il risque d'arriver quelque chose, machin, alors que bon, en réalité, c'est sûr, hein, c'est sûr. Bah, les cabanes dans les bois, c'est pareil. C'était exactement ça. Moi, je peux vous en parler, hein. 4 enfants, le premier il a 24 ans, le dernier il a 2 ans, et j'ai vu aussi cette évolution en termes de génération, parce que finalement quand le premier il a plus de 20 ans et le dernier il vient quasiment de naître, tu vois en fait un petit peu les évolutions, et on a beau être les mêmes parents, bon déjà nos mentalités évoluent, mais la société aussi, je pense, fait pas mal évoluer l'éducation des enfants. Bref, c'était pas forcément le sujet du jour, mais c'est vrai que c'était une autre époque, la bonne époque. On en a déjà parlé à ce micro avec Olivier d'ailleurs, quand on pouvait se permettre. Et on peut faire en sorte que ça revienne. Ouais, il faudrait. C'est dans tes plans, si ou quand tu auras des enfants, Xavier? En tout cas, on a, en fait, on recopie un peu ce qu'on a vécu étant enfant, mais le cadre de là où on a décidé de vivre avec ma compagne, il est vraiment idéal justement pour s'émerveiller avec ces choses de la nature, quoi. La faune, la flore, et puis c'est sauvage, c'est encore authentique. Il y a pas de choses très superficielles et je pense qu'on peut que s'épanouir. Ouais. Tout à l'heure, tu nous parlais de ski de fond. En même temps, on parlait aussi de trail. Fais-nous rêver. En hiver, tu t'entraînes comment? Tu skis aussi? Tu fais aussi du ski de fond? Ou moi, c'est un truc que j'adore, surtout quand il vient de neiger, c'est de mettre les baskets et puis d'aller m'enfoncer jusqu'aux genoux dans la neige. Est-ce que c'est ton kiff aussi, ou tu t'entraînes plutôt sur du stabilisé? Non, c'est tellement ancré en moi le ski de fond que dès qu'il y a de la neige et dès qu'il y a possibilité de skier, je skie, quoi. Là, par exemple, cette semaine, j'ai fait un peu plus de 500 km en ski et j'ai pas couru de la semaine, et parce que la neige se raréfie en plus. Il y a des enneigements qui sont très aléatoires sur le massif du Jura parce qu'on est en moyenne montagne. Et dès qu'il y a possibilité de chausser, j'y vais, je mets les skis et puis c'est parti, quoi. Et puis là, en plus, nous, dans le Jura, on a vraiment le terrain idéal parce que c'est des micro-reliefs. On peut faire des longues traversées, des itinéraires. Il y en a, en veux-tu, en voilà. On peut pas avoir la monotonie comme dans les Alpes, parce que dans les Alpes, souvent, les pistes de ski de fond sont en fond de vallée et puis on tourne sur un circuit, tandis que dans le Jura, on traverse de combe en combe, de forêt, et c'est infini le domaine skiable. Ouais. Donc l'hiver, dès qu'il y a de la neige, je skie. Ça te donne envie en tout cas. Tu nous fais bien rêver. Tu disais que l'enneigement se raréfie. À ton avis, c'est dû aux conditions climatiques, c'est dû au changement climatique, c'est dû. Est-ce que tu as une idée de ce à quoi c'est dû? Et puis, juste pour le fun, est-ce que ça t'est déjà arrivé de partir faire une traversée puis être obligé de rebrousser chemin parce que t'arrives à un endroit où t'as plus de neige? Ça, généralement, je sais si l'enneigement est suffisant avant de me lancer, avant de faire un aller-retour. Oui, effectivement, il y a, on va dire que la tendance est quand même à la baisse au niveau de l'enneigement, du nombre de précipitations qu'il peut y avoir dans un hiver, et puis aussi des températures. Les températures sont de plus en plus douces. Là, quand on voit cette année, par exemple, sur le mois d'octobre, on a eu 0 gelée à Mout. Mout, c'est le village qui a eu la température la plus froide dans les années 80, et on la considère comme la petite Sibérie, et il n'y a pas eu de gelée au mois d'octobre, et c'est une première fois depuis les enregistrements météorologiques de 1860. Il y a toujours eu des gelées à Mout, et là il y en a pas eu sur le mois d'octobre. Et puis on peut avoir des moments, c'est très aléatoire, on peut avoir des périodes où il fait -10, -20 pendant 4, 5, 6 jours, et puis derrière on va choper +10, +15 degrés, et ça c'est complètement fou, quoi. Ça, c'est vraiment en dents de scie, et là aujourd'hui, très concrètement, on n'a vraiment pas grand chose en neige. Ça suffit pour skier parce qu'il y a eu une précipitation qui a mis une certaine quantité, et puis c'est maintenu au froid. Mais là, demain, s'il se remet un petit coup de vent du sud avec quelques précipitations de pluie,
ça lessive tout et on repart de zéro, quoi. Donc et c'est ce qui s'est passé un petit peu en début de saison. Et en fait, une saison, ça se joue à rien, quoi. Sur les skis, ça peut être rien du tout, et puis ça se maintient au froid ou beaucoup, mais qui repart après. Et voilà, donc c'est sûr que quand on regarde des photos il y a 30, 40, 50 ans en arrière, dans nos mêmes secteurs là où on habite, on est quand même stupéfait par la hauteur de neige. Et même voilà, mes parents, mes beaux-parents qu'on vécu avec des hivers avec des grandes quantités, ouais, ils nous expliquent, même nos grands-parents, hein. Donc c'est incroyable, quoi, l'évolution en si peu de temps, quoi. Et est-ce que tu crois que c'est qu'un phénomène passager ou au contraire, malheureusement, c'est quelque chose qui tend à s'installer et puis ça va faire un peu justement la liaison sur ce dont on avait prévu de parler, c'est-à-dire changement climatique, tes engagements sur la cause, etc. On sait très bien, hein. De toute façon, on a un lot de scientifiques qui nous alertent sans arrêt sur le dérèglement climatique. Donc dérèglement climatique, ça veut bien dire ce que ça veut dire, hein. Ça peut être très chaud comme très froid, mais il y a plus de constance. Et puis et du coup, on sait vers quoi on va. Donc la tendance est à la hausse de la température. D'ici la fin du siècle, si on chope plus de degrés, c'est la version optimiste. Si on n'est pas sage, on va vers les plus 4 degrés. Ou voire pire, hein, mais il faudrait certainement pas qu'on arrive là parce que ce serait dramatique. Déjà plus de degrés, ce serait les conséquences, on s'imagine même pas, hein, personne peut vraiment savoir ce qui va se passer, mais là on est à plus 1,2, plus 1,2, on voit les étés, les sécheresses, les méga-feux, le perturbation du cycle de l'eau, les limites planétaires qui pour 6 sont déjà dépassées. Voilà, plus de degrés, c'est quand même chaud, quoi. Donc j'espère que je verrai et que ceux qui nous précéderont verront la neige ici dans notre massif, mais on n'en est pas certain du tout, quoi. Donc ouais, ça fait réfléchir à qu'est-ce qu'on met en place pour modifier nos modes de vie, changer les comportements, sensibiliser, parce que ce serait trop dommage que voilà, on n'est que de passage sur cette terre, ce serait trop dommage que ceux qui arrivent derrière nous puissent pas profiter de ça, tout ça, quoi. Et Xavier, pour revenir là-dessus justement, toi, à quel moment est-ce que tu t'es intéressé au sujet? Enfin, je pense que tu as toujours été assez proche de la nature, mais à quel moment est-ce que tu t'es dit, en fait, là, on va droit dans le mur et il faut que je fasse quelque chose? Bon, il y a eu plusieurs passages qui m'ont fait évoluer. En fait, ouais, des convictions au niveau de l'écologie, j'en ai toujours eu. Après, j'ai été pas mal militant aussi sur ma période de lycée. Mais bon, j'avais pas forcément les ordres de grandeur en tête. Et puis, comme tout le monde, voilà, j'ai pris l'avion pour aller à l'autre bout de la planète pour faire des courses. Je savais pas à l'époque, je ne savais pas quel pouvait être l'impact d'un vol en avion sur la biodiversité, sur les individus, sur la planète dans son ensemble. Et puis j'ai bouquiné pas mal. Il y a 2 livres qui m'ont vraiment fait switcher, on va dire. C'est celui de Pablo Servigne, Comment tout peut s'effondrer, et puis de celui de Aurélien Barraud, Le plus grand défi de l'histoire de l'humanité. Et puis là, j'ai dit, en fait, on est des grands malades, on est comme des gosses, vraiment des enfants à s'amuser, et puis à détériorer ces merveilles qu'on peut avoir devant nous. Et je me sentais plus à l'aise quand j'ai compris les ordres de grandeur. J'étais plus du tout à l'aise par le fait de prendre l'avion pour aller courir un trail à l'autre bout de la planète. Et il fallait que je remette du sens un petit peu dans ma pratique. Et puis je me disais, c'est pas logique voilà, ce qui me procure du bonheur, de la joie, c'est d'aller en montagne, c'est de voir l'évolution des saisons, de voir évoluer la végétation, la faune, la flore, de faire des observations des animaux autour de la maison. Et puis en fait, je contribuais à l'effondrement de la biodiversité, je contribuais à la perte de cette diversité qu'on peut avoir à la maison en me déplaçant à l'autre bout de la planète. Et je me dis,
c'est pas possible, je veux plus être acteur de ça, et pour ma conscience, ça me concerne que moi, voilà, je me suis dit non mais j'arrête ça, c'est plus possible. Et puis après, là on parle d'effondrement de la biodiversité, mais même sur l'impact que ça peut avoir sur l'être humain, quoi. On sait aujourd'hui que voilà 800 000 personnes aujourd'hui en Europe décèdent prématurément de la pollution, donc et ça englobe c'est un problème qui est systémique, ça englobe plein de choses, mais donc voilà, je voulais et après j'ai compris que voilà, ces vols en avion avaient une empreinte carbone assez importante, donc je voulais diminuer tout ça, et puis j'ai compris ce que c'était que les accords de Paris. Je sais pour atteindre la neutralité carbone d'ici 2050, il fallait qu'on soit tous à 2 tonnes de CO2. J'ai fait mon bilan carbone, j'ai compris qu'un Français moyen était à 10 tonnes. Aujourd'hui, je suis pas du tout exemplaire, je suis encore plein de contradictions, mais je suis arrivé à diminuer mon empreinte carbone, je suis à 5 tonnes. Je vais essayer de me rapprocher de ces 2 tonnes, mais la route est longue, et puis en même temps, voilà, je me suis formé à la fresque du climat, je suis devenu animateur, et aujourd'hui j'essaie de sensibiliser aussi via cette fresque qui est un super atelier pour sensibiliser, et voilà, je fais mon petit bonhomme de chemin avec tout ça. Ouais, ce qui est un bel outil, effectivement, on va revenir un petit peu dessus. Tu disais que toi tu es donc la moyenne en France en tout cas, et je pense que c'est à peu près la même chose en Belgique et dans la plupart des pays en Europe. On est à 10. Dans la moyenne dans le monde par être humain, c'est 8 tonnes. Toi, t'es à 5, c'est quand même déjà un gros effort, sachant que en réalité, il y a un moment où c'est difficile de descendre plus parce qu'il y a une partie aussi des services publics qui te sont attribués, et en fait ça, t'as beau aller vivre tout seul, tout nu dans les bois, je veux dire, cette partie d'empreinte carbone, on te l'attribuera quand même, tu vois. Donc en fait 5 tonnes, c'est quand même vachement bien déjà. Qu'est-ce que t'as mis en place pour ça? Eh ben, là par exemple, on est en train de réhabiliter une vieille ferme avec ma compagne, et c'est une ferme de 1663 qu'on a réisolé avec des matériaux naturels, de la paille, donc on n'est pas encore installé, mais quand on y sera, je pense que ça fera encore diminuer notre empreinte carbone. Mais ça sera une maison passive avec très peu déperdition d'énergie. On n'aura pas beaucoup d'électroménager. On veut faire quelque chose de low-tech pour pas être trop dépendant de la société de consommation et puis de l'obsolescence programmée. On sait que justement la consommation, c'est un domaine dans lequel il y a une grosse empreinte carbone par personne. Donc ça sera encore un domaine dans lequel on peut diminuer. Et puis la consommation d'aliments, on essaye de tendre vers le 100% bio, avec végétaliser au maximum un petit peu nos repas, les déplacements en vélo. Ce qu'on a fait aussi, on avait 2 voitures, une chacune. On en a vendu une, et puis maintenant on roule plus qu'avec une voiture, donc c'est encore une voiture thermique. Mais voilà, ça c'est sûr qu'en divisant par 2, ça permet encore de diminuer les choses. Après c'est une question d'organisation, mais ça se fait. Il faut réfléchir un peu plus en amont comment s'organiser, et puis on a un vélo électrique. Donc ces petites choses-là, ça fait arriver vers les 5 tonnes, mais il y a encore un peu des choses à faire, et je pense que vraiment quand on sera installé là dans notre maison avec cette isolation d'avoir de très peu de déperdition d'énergie, d'avoir notre eau, notre énergie, parce qu'on sera autonome, ça va faire diminuer vraiment notre empreinte carbone, quoi. Juste pour préciser, peut-être, quand on parle de tonnes, on parle de tonnes équivalent CO2. Oui. Donc en fait, ça permet de mesurer les émissions de gaz à effet de serre sur un an. Exactement. Et donc cette fresque du climat, cette fameuse fresque du climat, tu l'as découverte comment? Je l'ai découverte comment? J'avais découvert. Je l'avais découvert, c'était ah oui, en fait j'étais allé accompagner Nicolas qui faisait son tour de France il
il faisait un tour de France. C'est un éco-aventurier chez Maïf en fait. C'est Nico Green Tour. Ouais, Nico Green Tour. Et puis je l'avais accompagné sur. Ah oui, il faisait du plugging, c'est ça. Il faisait des sections de 30 km en course à pied et les 10 derniers kilomètres, c'était dédié à ramasser les déchets sur le parcours avec des gens qui voulaient venir avec nous partager ce moment-là. Et puis à l'issue de ce plugging, il y avait une fresque du climat mais version quiz. Il nous avait sensibilisé un coup, on avait échangé et puis voilà, moi j'étais déjà assez sensible à tout ça pour avoir écouté les 2-3 conférences de Jean Covici ou d'Aurélien Barreau, donc j'avais quand même quelques notions, mais j'ai trouvé ce support excellent. Et puis après j'en ai fait une première, et puis après je suis devenu animateur, et puis ensuite là j'ai fait une fresque du climat pour le ministère des Sports en France il y a un mois en arrière, donc voilà. Ça va loin, j'ai beaucoup de demandes pour. Excellent. Non, effectivement, c'est vrai qu'il y a beaucoup de demandes et c'est une bonne chose, c'est-à-dire que les gens sont intéressés en tout cas de comprendre un petit peu plus. Et la fresque du climat permet justement de comprendre en fait les mécanismes du changement climatique. Donc, alors messieurs, vous êtes sympas, mais c'est quoi cette fresque du climat? Parce que moi je suis pas animateur de la fresque du climat, et je suis pas certain que beaucoup de nos auditrices et de nos auditeurs le soient. Donc expliquez-nous. C'est un atelier de sensibilisation pour comprendre le changement climatique. Donc comment ça fonctionne? C'est un workshop de 3 heures où on va un peu sous forme de jeu. Donc il y a un côté un peu ludique où les participants vont découvrir le fonctionnement. Ils vont avoir toute une série de cartes en fait à placer avec des liens de cause à effet les unes avec les autres, et donc ça permet il y a un côté un peu de co-création, c'est-à-dire que les participants vont eux-mêmes essayer de comprendre de le comprendre par eux-mêmes, quoi. Donc c'est pas juste un atelier top down où on va expliquer aux gens comment ça marche, c'est eux qui vont devoir comprendre par eux-mêmes. Exactement, c'est collectif parce que les problèmes climatiques c'est quelque chose qu'on va résoudre ensemble à plusieurs, c'est collectif, c'est pas individuel, même s'il y a une part individuelle forcément pour baisser son empreinte carbone, mais c'est un problème qu'on a tous sur les bras, donc il faut le résoudre collectivement. C'est ça, on parle beaucoup notamment d'intelligence collective pour résoudre le problème, et ça fait partie aussi intégrante de la fresque du climat. Donc voilà, et c'est quelque chose à laquelle on peut se former. Enfin, donc Xavier est animateur de la fresque du climat, moi je le suis également, et donc il y a tout un réseau en fait d'animateurs de la fresque du climat un peu partout dans le monde d'ailleurs, parce que le jeu a été traduit dans je sais pas combien de langues, mais beaucoup, et ça se développe très rapidement, donc c'est une bonne chose. Et il y a d'autres types d'ateliers un peu similaires, comme 2 tonnes par exemple, et puis il y a des fresques de la biodiversité, fresques de numérique, enfin voilà, il y en a beaucoup, mais souvent on commence par la fresque du climat, effectivement c'est une bonne entrée en la matière. Et toi justement qui es énormément dans la nature, on imagine que pour t'entraîner tu fais pas ça sur un tapis de course, est-ce que t'as justement constaté tous ces changements? Est-ce que tu les constates au quotidien, au-delà on a parlé tout à l'heure de l'enneigement qui diminue, mais est-ce que toi dans ta pratique, que ce soit ludique, entraînement ou compétition, tu constates ces changements? On le constate clairement. Là, pour donner un exemple encore très visuel, cet été dans le Jura, on a eu des feux de forêt. C'est la première fois qu'il y a des feux de forêt dans le Jura, qui est réputé pour être une forêt fraîche et humide, et c'est complètement hallucinant. Cette année, on a eu une sécheresse incroyable. Les hêtres qu'on a autour de la maison, ils perdaient leurs feuilles cet été, et les feuilles étaient elles étaient plus vertes, elles étaient oranges, on aurait cru que c'était le printemps, que c'était l'automne, pardon, et les feuilles elles tombaient comme si c'était l'automne alors qu'on était en plein été, et c'est vraiment triste de voir que eux ils souffrent, et c'est ça frappe quoi aux yeux, on peut pas louper ça, et puis le Jura est réputé aussi pour être un territoire vert, parce que voilà, il y a beaucoup de précipitations généralement, et puis c'est verdoyant, c'est apaisant, c'est calme, et là c'était gris, mais vraiment gris, donc c'est sûr que ça fait réfléchir. On a encore la chance d'avoir
un territoire avec pas mal de diversité d'animaux sauvages, parce que justement on a des micro-reliefs qui permettent pas la monoculture et l'élevage intensif et puis l'agriculture intensive avec des pesticides. Donc on va dire que on a encore un peu une population d'insectes, d'oiseaux assez diverses et variées, mais c'est un cas un peu unique, quoi, et isolé par rapport à un grand ensemble dans le territoire français, européen, quoi. Et toi aujourd'hui, comment tu fais pour combiner le sport de haut niveau et ce côté, alors je sais pas si c'est peut-être pas de l'activisme, mais en tout cas c'est de la mobilisation face au changement climatique. Comment est-ce que tu fais pour combiner les deux? Eh ben, j'ai la chance d'avoir des partenaires qui sont complètement d'accord avec mes choix. D'ailleurs, j'ai eu énormément de demandes de toutes sortes de partenariats, de collaborations avec des entreprises, pas seulement de l'industrie du sport, mais autres, et pour qu'on fasse des projets ensemble. Et du coup, voilà, j'ai la chance de choisir en fait des partenaires avec lesquels on a les mêmes valeurs, les mêmes convictions, et ça j'ai une chance incroyable pour ça. Donc après c'est moi qui me suis créé cette chance, mais voilà, il y a aucun problème. Aujourd'hui, mon équipementier principal qui est On Running, j'aurais bien dit. Quand j'ai pris ma décision de ne plus vouloir prendre l'avion parce que je me sentais plus à l'aise avec ça, il fallait que je donne du sens à ma pratique. J'étais en pleine période de renégociation de contrat, changer d'équipementier, et puis on leur a bien dit avec mon copain Thomas qui s'occupe aussi un peu de la relation partenaire avec moi, que c'était pas envisageable de prendre l'avion, que c'était niette. Ils m'ont dit il y a aucun problème avec ça, on suit Xavier. Ok, bah très bien. Et aujourd'hui, je peux faire des courses. Ah, aussi, après, il faut remettre les choses dans leur contexte. J'ai la chance de pratiquer une discipline qui est pas très structurée. C'est pas olympique. Il n'y a pas un circuit mondial qui domine sur un autre. C'est plutôt des belles classiques en ultra qu'il faut aller checker. Et puis, par exemple, l'UTMB, c'est presque la course incontournable en ultra trail. L'UTMB, c'est à 2 heures de la maison. Si je la fais, les partenaires sont contents. Moi, ça m'enchante. Et il y a pas de problème. Donc en plus en ultra, on fait pas des courses tous les week-ends, donc on sélectionne un petit peu celles qu'on veut faire. Donc s'il y a bien une personne et un coureur qui peut envisager de faire ça, c'est bien moi. Donc je le fais plus que volontiers parce que c'est pas du tout une contrainte ni une obligation. Bien au contraire, c'est un soulagement de plus vouloir prendre l'avion et d'être libre, d'avoir le choix d'aller courir en Europe. Une course par-ci, une course par-là, après en prenant le train ou en se déplaçant en voiture, ou en vélo, mais voilà quoi. Donc pour ça tout est aligné et l'équilibre est bien trouvé, c'est top. Oui, il faut le dire, faut quand même dire que la France ça reste je pense qu'on peut le dire, le pays numéro 1 pour le trail. Bon, ça dépend comment on le mesure. Je pense qu'il y a d'autres pays qui sont chauds aussi, mais la France, ça reste quand même. En tout cas, c'est probablement dans le top 3 des destinations des trailers, quoi. Ouais, il y a un bel engouement pour la discipline et puis c'est vrai que le terrain s'y prête bien. On a plein de massifs montagneux divers et variés, donc c'est pour ça qu'il y a pas mal de participants et de pratiquants. Et avec beaucoup d'événements aussi, donc voilà. Si on revient un petit peu rapidement là sur ton palmarès, je vois ici en 2010 tu gagnes la CCC, 2011 le Trail des Templiers, la TDS en 2014, l'UTMB tu le gagnes en 2013, 2015, 2018 et tu fais deuxième en 2019. Tu gagnes l'OCC en 2016 et tu fais premier aussi aux 80 km du Mont Blanc en 2017 et aux 90 ou 90 km du Mont Blanc en 2019. Donc effectivement, alors tu me dis si j'en ai probablement oublié. En tout cas, je pense que c'est les principales. C'est celles que j'ai devant moi. Après, il doit certainement y en avoir encore d'autres. Mais là, on est fort sur la France, quoi. Ouais. En fait, c'est ce que je me dis avec un peu de recul. J'ai fait quelques courses à l'étranger. Je suis allé plusieurs fois aux États-Unis, au Chili.
J'ai gagné l'Ultra Trail du Mont Fuji au Japon. Et puis en fait, si j'enlevais toutes ces courses et si j'avais décidé plutôt de ne plus prendre l'avion, ça aurait pas déjoué en fait ma petite notoriété que j'ai dans le milieu du trail, parce que toutes les courses finalement les plus importantes, elles se trouvent autour du Mont Blanc, sur Chamonix, et on peut clairement se faire un nom juste à l'échelle nationale ou au niveau européen dans le trail. Et si j'avais enlevé ces 2-3 courses aux États-Unis, au Chili et puis au Japon, et ben ça aurait rien changé en fait à mon statut aujourd'hui, quoi. Donc c'est comme ça, c'est l'attachement, je sais pas, aux Alpes, le symbole du Mont Blanc, qui a fait que c'est devenu un mythe, et puis que il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à cette course, et pour moi c'est que du bonus, quoi. Ok, mais donc du coup, et tes prochains objectifs d'ailleurs là pour la saison à venir, tu vises quoi? Eh ben ouais, j'ai des courses qui me diraient bien, donc une du côté de Chamonix fin août. Alors après, il faut que je réfléchisse encore au format. Et puis du côté italien, là il y a l'Avaredo aussi, qui est un bel ultra, donc dans les Dolomites. Donc c'est pareil, c'est pas non plus le bout du monde. Ça sera un peu les deux gros objectifs, 120 km dans l'Avaredo, puis peut-être l'UTMB. Ouais, il faut voir encore. Je vais laisser le temps que l'hiver se termine pour réfléchir et puis détailler tout ça, quoi. Excellent. Mais donc oui, effectivement, comme on disait, t'as de la chance de vivre au bon endroit pour faire de l'ultra trail, en tout cas, ça c'est sûr. Ok, et ben écoute, on suivra ça sur 2023. Pour revenir tu parlais tout à l'heure de tes sponsors, t'as mentionné Unrunning, t'as mentionné Ultra Trail Coaching aussi. Yes. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus de quoi est-ce qu'il s'agit? C'est une plateforme pour se préparer au mieux à des ultras, en proposant des différents programmes d'entraînement. Et puis l'idée du Ultra Trail Coaching, c'est vraiment d'essayer d'individualiser les programmes en fonction de l'emploi du temps de la personne en question, de sa vie professionnelle, sa vie familiale. Et donc il y a plusieurs critères à rentrer, et ensuite il y a des algorithmes qui permettent justement de diversifier les entraînements et puis les individualiser afin de mieux préparer la course choisie, quoi. Donc comme on est tous différents et puis qu'on a tous des profils différents et puis des envies différentes, et voilà, les programmes sont multifactoriels, quoi. Et c'est en fait c'est donc c'est de ce qu'on appelle de l'AI coaching. Donc c'est du coaching qui est généré par une intelligence artificielle. Ouais, après on propose aussi des supports vidéo avec différents contenus dans tous les domaines qui explorent un petit peu la performance. Donc l'alimentation, les séances intensives, les entraînements longs, la technique, l'utilisation des bâtons, c'est vraiment large, le renforcement musculaire, la préparation physique. Et puis après, par exemple, moi j'ai fait plein de supports vidéo comme ça. Et ensuite, en fonction des programmes d'entraînement de chacun, il y a des contenus qui arrivent pour leur proposer ce type d'entraînement ou ce type d'entraînement avec des explications à l'appui, pour qu'ils comprennent vers quoi, comment, qu'est-ce qui se passe dans le corps pour que tout se mette en place, et voilà, quoi. Et c'est une vraie tendance. Et je pense qu'on pourrait faire un épisode dédié à ça, parce que c'est hyper intéressant de vraiment rentrer dans la technique de comment ça fonctionne derrière. Le gros avantage de l'AI coaching, c'est que ça permet de rendre le coaching beaucoup plus abordable aussi. Ouais, aussi. Et puis c'est vrai qu'on a tous des emplois du temps un peu intenses aujourd'hui. Donc au moins ça permet de prendre le temps quand il y a un créneau qui se dégage dans son emploi du temps pour visualiser ses contenus, savoir vers quoi il faut aller, et c'est peut-être une bonne manière pour se préparer au mieux, et puis justement avoir aussi
Éviter de se blesser parce que quand on est trop chargé, et qu'on fait un peu les choses à l'envers et avec moins de progression, on a tendance à se blesser. Donc c'est une prévention aussi sur les blessures, quoi. Et pour rester dans le domaine justement de l'entraînement et du coaching, c'est quoi ta méthode à toi d'entraînement? Parce que autant et d'autant plus dans le triathlon, je pense, on a tendance à être un peu geek sur les bords, tu vois, on aime bien tout mesurer, être très à cheval là-dessus. Là où en ultra trail, il y a un peu deux écoles, quoi. Il y a aussi l'école de moi je cours plus aux sensations et de toute façon je fais un sport nature, donc je vais plus me connecter à la nature et je serai pas non plus sur ma montre tout le temps en train de regarder exactement ce que je fais. C'est quoi ta philosophie à toi? Eh bien, je pense que ce qui est important, c'est quand même de se connecter à soi et puis de percevoir ses sensations. Les outils, c'est bien, mais à un moment donné, si on prend des notes de partout et qu'on se mélange les pinceaux, il faut pas trop s'y perdre et puis revenir à des choses essentielles. Et moi, je suis plutôt dans la sensation à l'entraînement, le feeling, et puis et après voilà, si je me sens bien sur une période, je vais peut-être aller un peu plus longtemps que ce que j'avais prévu à la base, et à l'inverse, si je me sens trop fatigué, je vais pas faire cette séance d'intense que j'avais prévue à ce moment-là et je vais la décaler un peu plus tard parce que ça sera plus bénéfique de la faire dans un moment où je suis une meilleure forme physique que dans un moment où je me sens moins bien. Et si c'est décalé de 2, 3, 4, 5 jours, c'est pas ça qui va faire la diff. Et je pense que c'est important d'aller un peu au feeling, à la sensation, et c'est la meilleure façon pour se connaître au plus profond de soi-même, quoi. Faire ses expériences, etc., quoi. Après, les outils, ça peut être intéressant pour comprendre ce qui s'est passé aussi. Et puis ça fait des recueils d'informations pour analyser après aussi, qui peuvent être intéressants, quoi. Mais bon, moi je prends note, je prends vraiment beaucoup de notes parce que j'aime bien analyser. Mais finalement, je m'aperçois que ces notes là, au fil de l'évolution du sportif, de ma vie de sportif, forcément à 35 ans, on n'a pas la même, on évolue aussi physiologiquement, on a peut-être pas les mêmes aptitudes qu'à 25 ans, on est peut-être un peu moins frais. Donc il faut se réadapter, puis ce qu'on a fait il y a 25 ans, ça marche peut-être moins à 35. Donc en fait, c'est tout le temps adapté, et celui qui arrive à durer et avoir une longévité, je pense que c'est celui qui arrive à avoir le meilleur équilibre et la meilleure adaptation un peu au jour le jour, quoi. C'est ça qui fait un peu la longévité à mon avis, ouais. En fait, en fonction des sports, 35 ans, tu pourrais être, je sais pas, si t'étais footballeur, tu serais pas loin de la retraite, là. Ouais, c'est vrai. En général, dans les sports d'endurance, c'est quand même un petit peu différent. En triathlon, c'est vrai qu'on avait tendance historiquement à voir les meilleurs qui avaient entre 35 et 40, voire un peu plus. C'est quelque chose c'est un peu un mythe qui est en train de se déconstruire avec quelques énergumènes qui débarquent aujourd'hui sur la scène internationale en triathlon. En ultra trail, ça se passe comment? T'as aussi cette sensation ou pas? En ultra trail, on voit encore des gens qui performent à 40, 45 ans, donc je pense que en ultra, l'expérience permet justement d'aller loin dans l'effort, et puis permet de bien figurer dans le classement,
parce que voilà, c'est un apprentissage sur soi, c'est d'abord le dépassement de soi, la bataille contre soi avant d'être une compétition avec les autres. Et c'est pour ça que si on a de plus en plus d'expérience dans l'effort longue distance, mieux on arrive à se connaître, moins on fait d'erreurs, on sait ce qui marche, et c'est pour ça qu'on arrive à faire des bons résultats encore à 45 ans. Et puis en fait c'est tout le temps là, il y a encore je trouve cette notion d'aventure et d'incertitude qu'on a peut-être moins dans les autres disciplines. C'est vrai que parmi tous les ultras que j'ai fait, j'ai toujours vécu un peu des expériences qui sont différentes, et puis des fois on a un coup de moins bien aux 50 km, et puis il faut trouver les bons outils à ce moment-là pour pallier les difficultés, et puis faire en sorte que ce temps faible il redevient un temps fort. Et des fois et après ça, quand on est au bout du rouleau au 50e kilomètre, on se dit mais c'est pas possible, comment je vais faire pour finir, il y a encore 100 bornes, et puis en fait on s'aperçoit que le corps il a des adaptations assez incroyables, parce que par exemple au 100 ou 120e, on est comme si on avait couru que 10 km, et ça c'est assez hallucinant. Donc chaque ultra est différent, et puis il faut être humble, parce que on sait jamais à quelle sauce on va être mangé, et puis c'est ça qui est cool, c'est un peu l'aventure, quoi. Donc voilà, il y a pas de vérité, il y a pas de secret, quoi. Et toi, Xavier, à ton niveau, ça reste une bataille contre toi-même, au même titre que tout le monde, enfin que tous les autres, le commun des mortels, ou bien pour toi justement à ton niveau, non, toi on t'attend sur le podium, et donc forcément pour toi t'as passé ce stade-là, et c'est plus une bataille contre toi-même, mais c'est une bataille contre les autres qui vont viser le podium comme toi. Justement, je pense que ça me correspond plutôt bien, justement, l'ultra. Parce que c'est cette logique-là de bataille contre soi-même, bien faire les choses avec la manière, bien gérer ses allures, son alimentation. Et si je mets en place ces choses-là, basées sur moi, derrière le résultat, il est pas trop mal. Si je suis dans une logique trop de compétition, de confrontation, je me perds et je me mélange les pinceaux, et ça, c'est plutôt négatif, et le résultat il sera pas forcément là. Après, ce qui est plutôt difficile quand on a quelques victoires, quelques belles places, c'est qu'on nous met sans arrêt dans cette logique-là de confrontation, de compétition, et puis on perd un peu qui on est, et il faut pas se mélanger, et puis se recentrer un peu sur soi. Pourquoi je suis là, pourquoi je fais cette course, pourquoi je suis sur cette ligne de départ. Et moi, je pense, maintenant avec un peu de recul, si j'ai gagné 3 fois l'UTMB, jamais je suis parti en me disant je viens pour la gagner, et je pensais pas du tout la gagner à ce moment-là. Sur ces 3 fois, j'ai vraiment été dans le but de me faire un plaisir un maximum, d'aller le plus vite possible. Pour aller le plus vite possible sur le Tour du Mont Blanc, qu'est-ce que je dois faire? C'est bien gérer mes allures, c'est bien gérer mon alimentation, l'hydratation, être bon dans la technique avec les bâtons, essayer de perdre le moins d'énergie possible. Et puis ça m'a amené au devant du classement. Mais par exemple en 2017, gros plateau, grosse densité à l'UTMB, et puis on m'a bourré le cerveau à me dire t'as vu, il y a Kylian, il y a François, il y a Jim, il y a Pau, il y a tout le monde, ça va être historique, ça va être génial, et sans arrêt le mois qui a suivi, c'était la compétition, la bataille du siècle dans l'ultra, et puis j'étais un peu trop euphorique, je sais pas ce que j'ai fait, je suis parti devant avec les autres, et puis j'ai pris un monstre coup de barre, et pendant 8 heures c'était un grand moment de solitude, de souffrance. J'ai passé ce cap là, au bout de 8 heures c'est devenu un peu mieux. Je limite la casse parce que je finis 4e en 2017, mais clairement l'année suivante je suis revenu en 2018, parce que je me suis dit mais c'est pas moi, c'est pas la place qui me dérangeait en soi, J'étais très content de ma place, j'étais très content de mon temps, mais c'était la manière de faire et la gestion.
Et en 2018, je reviens, je dis, il faut que je me réconcilie avec le parcours, avec ce que j'aime faire dans l'effort longue distance. Et puis bon bah en faisant ça, je remporte la course en 2018, tu vois. Et en fait, mon but c'était pas de gagner, c'était d'être bien le plus longtemps possible. On sait que déjà un ultra c'est difficile. Il y a des moments où on va être dans le dur. Et le but du jeu, bah, c'est d'essayer de moins souffrir possible sur un truc qui est exigeant. Donc, c'est un peu compliqué. Et si on arrive à faire ça, ben, c'est gagné, quoi. C'est dingue ce que tu dis. Et enfin, la manière dont tu le dis, tu vois, on se dit en fait, c'est simple. Pour gagner une course, il faut ne pas avoir envie de gagner. Voilà. Il faut être en communion avec soi-même. Non, mais j'ai l'impression un peu d'avoir, tu sais, Maître Yoda, le sage qui te. Non mais ça marche hein, apparemment. Non mais pour moi parce que ça me correspond, mais pour certains peut-être qu'il faut un peu plus de piment, un peu plus d'étincelle et chacun a sa manière de courir, chacun a sa motivation profonde. Ma motivation profonde c'est celle que je viens d'expliquer. Pour Jim Walmsley, ça sera peut-être certainement inconcevable de se dire lui il a peut-être plus besoin d'afficher, de se mettre en confiance en disant je viens pour gagner l'UTMB. Mais moi, jamais je pourrais, ça me viendrait pas à l'esprit à un seul instant de me dire, je viens pour gagner. C'est en dehors de mes principes et de mes convictions profondes, quoi. Chacun a sa manière de faire, quoi. L'important, c'est que ça marche et qu'on soit content. Ouais, bah, et apparemment, ça marche, donc, ça, on va pas te le retirer, c'est clair. Mais ça veut dire que tu démarres la course, tu regardes pas trop où sont les autres, quoi. Tu fais ton truc, t'es dans ta tête. 2019 par exemple, donc je finis deuxième, j'arrive aux Ouches. Aux Ouches, c'est à 8 km après le départ, je suis 35e peut-être, et j'ai aucune idée du classement, d'où je suis. Je sais juste une chose, c'est que je suis dans mes temps, et c'est ce qui m'intéresse. Benoît Nave qui me conseille au niveau de l'entraînement, c'est un copain, me dit bah là t'es passé en 35 minutes, c'est peut-être un peu trop fort, et je suis 35e. Bon, bah je suis mon petit bonhomme de chemin, j'arrive à Champais à Ouchapieux au 50e, entre le 50 et le 60e kilomètre. Et je le vois au bord du parcours, je lui fais je suis combien, parce que j'ai aucune idée, mais t'es deuxième là. Et puis devant c'était Pau Capel qui était à 10 minutes devant. Et puis là à ce moment-là j'ai su à combien j'étais, mais il y a une première partie de course où il faut arriver ici d'être le frais, puis ensuite voilà, on se repousse un peu dans les retranchements sur la seconde moitié, quoi. Voilà, mais voilà, au 60e, je savais pas combien j'étais, et puis on m'a dit que j'étais deuxième, et puis après j'ai été deuxième jusqu'à la fin en essayant de remonter, parce que le but du jeu voilà, c'est essayer d'aller titiller aussi les copains, quoi. Ouais, il y a quand même, tu restes quand même dans la dynamique de course malgré tout, quoi. Mais c'est plus un état d'esprit, comme tu disais. Exactement. Comme disait Olivier, on sent beaucoup de maturité et puis surtout de sincérité, et puis on te sent vraiment en communion avec toi-même. Moi, je voulais rebondir sur le fait que tu disais tout à l'heure que à force de t'entraîner, quand on s'entraîne correctement, le corps finit par s'adapter et on devient capable de faire des choses qu'on n'aurait pas imaginées. Moi, je le vois. Là, je suis en train de préparer une traversée de la France en courant, donc c'est pas de l'ultra trail, mais ça va quand même être de l'ultra. Et il y a des choses que j'aurais été incapable de faire si on m'avait dit ça il y a 6 mois. Enfin, d'ailleurs, mon coach me l'a dit. Mais tu vois, par exemple, partir faire un marathon un jeudi après-midi après une journée de boulot, juste en mode entraînement, quoi. Ouais. Et ce qui m'aide beaucoup là-dedans, c'est notamment la prépa mentale. Est-ce que toi, t'es accompagné là-dessus, ou finalement ton état d'esprit, tes valeurs sont tellement alignées avec toi, avec ce que tu es, avec ce que tu veux devenir, avec tes convictions personnelles que finalement tu prends la course comme elle vient, carpe diem, et puis la prépa mentale, ça te passe à côté? Après, peut-être que c'est un domaine dans lequel il faudrait que j'explore. Aujourd'hui, j'ai personne qui me conseille sur la préparation mentale. Moi, j'ai un nom à te filer si tu veux. Ah oui. Je connais des personnes après qui peuvent m'aider là-dessus aussi, mais aujourd'hui, j'ai déjà un petit peu expérimenté, à vrai dire. Mais aujourd'hui, je sens que je sais pas, il faut peut-être que j'aille creuser un peu plus loin. Mais effectivement, je pense que je fais déjà pas mal de choses aux places de façon inconsciente à l'entraînement.
J'aime bien m'entraîner seul parce que j'aime bien être dans mes pensées, j'aime bien choisir mon allure, j'aime bien choisir mon itinéraire. Si j'ai envie d'aller un peu plus longtemps, je choisis mon itinéraire. Et surtout parce que tout seul, on est plus discret dans la nature et puis on peut faire des belles rencontres, donc ça c'est top. Et puis du coup, le fait de souvent aller tout seul, on se comprend un peu aussi soi-même et puis on met en place des des situations des fois même à l'entraînement quand on est un peu dans la difficulté à penser à des choses pour que ça redevienne mieux, de l'imagerie mentale et ça je sais pas si je le fais bien, j'en sais rien, mais en tout cas j'essaie d'expérimenter des petites choses sur moi au niveau des pensées positives à l'entraînement, etc. Voilà. Puis j'en ai beaucoup parlé aussi à cette personne que je connais qui fait la préparation mentale, Stéphane Facetta. Voilà, donc après peut-être qu'il y a creusé un peu plus, mais aujourd'hui il n'y a pas de séance précise que je mets en place quotidiennement ou de façon hebdomadaire, voilà. Pour reboucler un peu sur toi et sur l'entraînement, si on prend uniquement l'entraînement, on prend pas tous les à côté, la respiration, la méditation, le fait de croiser parfois sur certains sports, mais si on prend 1 ou 2 semaines ou plutôt un cycle d'entraînement de Xavier Thévenard, ça ressemble à quoi? Ça représente combien de temps par semaine d'entraînement plus ou moins? C'est vachement aléatoire, hein. Ça peut être des semaines aller à 35 heures et puis des semaines plus courtes. Après un ultra, on fait pas beaucoup d'heures, hein. Non, ça fait grosso modo 1000 heures dans une année, quoi. Voilà, tout sport confondu. Alors finalement, je cours pas énormément parce que il y a quand même, s'il y a beaucoup de neige sur le Jura, je skie beaucoup. Et puis je fais beaucoup de sports croisés, quoi, hein. Je fais aussi bien du VTT, du vélo de route, un peu de ski roue, du kayak, de la course à pied, du ski de fond classique, rando. Donc il y a c'est vraiment divers et varié et 1000 heures, si on reporte ça sur je sais pas même pas combien ça fait d'heures en moyenne sur une année, ça fait combien ça? 1000 heures réparties sur 52 semaines. Si on fait 1000 divisé par 52, ça fait combien? 1000 divisé par 50, ça fait 20, donc ça veut dire que t'as à peu près t'as un peu moins de 20 heures par semaine, ce qui fait à peu près 3 heures par jour. Voilà, à peu près. Ça se tient. Puis une bonne partie de récupération derrière avec un moment dédié aux étirements, à la récup. Après ça c'est pas intégré à l'entraînement, mais ça pourrait presque en faire partie aussi parce que ça fait partie du job, on va dire. Ouais. Xavier, on t'avait promis de pas te retenir trop longtemps parce qu'on savait que t'étais busy aujourd'hui. Peut-être pour clôturer, c'est quoi ton meilleur souvenir de course? Mon meilleur souvenir de course, il y a plein de bons moments. Après, j'imagine, mais si tu devais en choisir un là comme ça à nous partager. Bon, je dirais l'UTMB 2018, la victoire, parce qu'il y a toute une histoire derrière cette victoire, une course un peu compliquée aux États-Unis le mois avant où je me fais disqualifier parce que je fais un ravitaillement hors zone, alors que c'était pas voulu, hein, je bois une gorgée d'eau au 85e kilomètre alors que je suis en tête de la course, et puis c'est une personne en question qui voit que je bois dans une bouteille d'eau en dehors d'un ravitaillement. C'était pas une bouteille que j'avais sur moi, c'était une bouteille en dehors, et puis parce que j'étais pas lucide à ce moment-là, c'était vraiment pas voulu. Bref, et au 146e kilomètre après 21 heures de course et 2 heures d'avance sur le second, je me fais disqualifier, c'était à la Hard Rock, et du coup c'était un peu dur à digérer. Et puis derrière, c'est donc un Américain qui gagne. Et puis voilà, je me remets un peu de cette déception. Et j'arrive le mois suivant donc sur l'UTMB 2018 où je fais ma course, ça se déroule pas trop mal. Je me retrouve devant en tête avec un Américain. L'Américain Zach Miller craque. Je fais mon petit bonhomme de chemin et puis 7 kilomètres avant l'arrivée, je savais que c'était course gagnée, donc ce que je fais, je remplis mes flasques d'eau, et puis une fois arrivé sur la ligne d'arrivée, je m'arrose de l'eau pour dire, vous voyez, c'est pas une gorgée d'eau qui va faire la différence, surtout sur 170 kilomètres. Donc il y avait un petit symbole derrière ça, et puis c'était une belle revanche,
Et puis plein de satisfaction et de joie parce que il y avait un bon moment de partage avec les amis, les proches, et puis je sortais d'une course un peu scabreuse et avec pas un super souvenir sur la hard rock, donc c'était effacé après ça et c'était un bon moment. Pour terminer, avant qu'on te laisse partir, où est-ce qu'on te suit, où est-ce qu'on te retrouve, où est-ce qu'on rentre éventuellement en contact avec toi? Sur Instagram. Après, je réponds pas forcément tout le temps, mais bon, j'ai un copain qui m'aide pour ça, donc des fois il fait un peu la secrétaire, donc il y a plus de chance, c'est par ce biais-là, quoi. Mais encore une fois, malheureusement avec le nombre de sollicitations, des fois je passe à côté, je suis un peu obligé parce que sinon je serais devant le téléphone toute la journée et puis c'est pas ce qui me plaît, donc je préfère aussi aller en nature et c'est pour ça que des fois que le téléphone je l'emmène pas en balade avec moi et je le laisse ici. Bah t'as bien raison, et nous en tout cas on est très contents de t'avoir eu sur le podcast. Ça nous fait très plaisir d'avoir pu parler aussi de quelque chose qui sortait un petit peu de l'habituel, hein, pouvoir parler climat. C'est vrai que c'est quelque chose qui me tient fort à cœur aussi, donc ça me fait plaisir de pouvoir en parler avec toi. C'est important d'en parler. On reste dans le thème, on est sorti un peu des sentiers battus habituels du podcast, mais c'est normal, on faisait un épisode sur le trail. Ouais. Super, écoute, merci beaucoup Xavier d'avoir accepté notre invitation. Merci pour tout cet échange et toutes ces infos que tu nous as partagées. On donne rendez-vous un de ces quatre sur la prochaine course, on suivra ça de près et puis nous Olivier, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Yes, salut, la semaine prochaine. Ciao. Merci, bonne continuation. Salut. Merci, ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. N'oubliez pas de rejoindre notre groupe Facebook pour discuter avec les invités, commenter et poser vos questions. Et Olivier et moi, nous vous répondrons dans un prochain épisode. À la semaine prochaine. Salut les sportifs.